Eh ben, écoutez, on va pouvoir se lancer, les gens vont arriver un petit peu au fil de l'eau. Bienvenue, bienvenue à tous et à tous. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour, vous parler, de GFCE. On espère que vous avez eu le temps de manger et puis, si vous mangez devant votre écran, bon appétit. Donc moi, c'est Gabriel. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez toujours ce très joli slide avec une forêt et le titre du webinaire? Oui, c'est bon. Parfait. Donc moi, c'est Gabriel, je vais être l'animateur de ce webinaire. Il va durer 1 heure et il sera suivi d'une session de questions-réponses de 30 minutes, voilà, qui vont vous permettre d'échanger de manière informelle avec les intervenants et les intervenantes. Donc, pour les personnes qui souhaitent, à 14 heures s'en aller, il n'y a pas de souci. Et pour celles et ceux qui veulent rester, avec plaisir. Donc moi, je suis le vice-président de Forêt Partagée. Je vous dirai quelques mots sur cette association un peu plus tard. Il y a également Denis, le trésorier de l'association, et Emmanuel, le président, qui sont parmi nous. Et je suis également gérant d'un GFCE qui s'est lancé il y a environ 6 mois, donc tout neuf. Et pour ce webinaire, on a choisi d'inviter des GFCE qui ont un peu plus de recul pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent vous raconter et pour que vous compreniez un peu mieux la richesse de ce modèle qui est en plein essaimage en ce moment sur le territoire français. Donc, au programme d'aujourd'hui, moi, je vais vous définir rapidement ce que c'est qu'un GFCE pour celles et ceux qui découvrent le concept. Peut-être aussi savoir qui vous êtes vous, avec quelques questions, pour que nous, on puisse adapter un peu notre discours. Si vous êtes, familier avec les GFCE, si vous êtes des curieux ou si vous êtes même peut-être en phase d'en lancer un, ça nous permettra de mieux connaître notre audience. Les intervenants et intervenantes vont ensuite se présenter. Bettina va pouvoir faire une restitution d'une étude qu'elle a réalisée l'année dernière sur les GFCE. On enchaînera sur une table ronde pour voilà, brosser quelques aspects, des aspects assez importants d'un GFCE. Je coupe les micros. Tac. On t'entend plus, Gabriel. Merci. Oui, je disais, on allait conclure par ce que vous pouvez faire, vous, pour aider les GFCE ou même peut-être lancer votre propre GFCE. Et donc, comme je le disais, à 14 heures, on lancera la session de questions-réponses. Pour le cadre de ce webinaire, on commence à avoir l'habitude. Éteignez vos micros pour éviter les bruits parasites. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Moi, je les reprendrai à la fois pendant la table ronde ou pour la session de questions-réponses. Et la présentation est enregistrée, je vous l'ai déjà dit, et n'hésitez pas à faire des interventions concises si vous prenez la parole, voilà, pour éviter de la monopoliser, tout simplement, et qu'on ait le temps surtout de tout traiter. Donc, moi, ce que je voulais démarrer donc en vous définissant ce qu'est un GFCE. Donc, le GF de GFCE, c'est groupement forestier. Donc, c'est des structures qui ont été créées dans les années 60 pour éviter le morcellement des forêts au fil des successions. Donc, en fait, les GF, ils permettent aux grandes familles propriétaires de grandes parcelles de forêt de gérer la sursection et de faire des transactions de parts de la forêt plutôt que de transactions d'hectares. Parce que la forêt française privée, elle est déjà très morcelée. Il y a plus de 3,3 millions de propriétaires privés. Donc, l'idée de ces groupements forestiers, c'était d'éviter qu'elle le soit encore plus. Donc, nous, on a une première définition d'un GFCE à vous présenter, qui est ici. Donc, elle est en cours de rédaction. On travaille avec le réseau pour les alternatives forestières pour l'officialiser. Donc, les GFCE sont des collectifs de citoyens et de citoyennes qui œuvrent à une sylviculture écologique des forêts françaises. Ça, c'est vraiment l'ambition. Et donc, comment elles font ça? Elles mettent leur énergie, leurs compétences et leur épargne en commun pour racheter des forêts privées et les gérer de façon durable. Donc là, j'ai parlé de SMCC, sylviculture mélangée à couvert continu, donc ProSilva et l'association ambassadrice en France. Mais on pourrait parler de futaies régulières, on pourrait parler de sylviculture douce, sylviculture proche de la nature. Je pourrais en parler longuement, mais en gros, de récolter du bois dans le respect des écosystèmes forestiers et de la biodiversité qu'ils abritent. Donc évidemment, pas de coupe rase, on essaie de favoriser la diversité des essences, on essaie de créer des îlots de sénescence aussi pour la biodiversité, on essaie aussi de ne pas exploiter par temps mouillé pour respecter les sols et éviter de les tasser. Bref, plein de méthodes qui permettent de gérer de façon durable, écologique, les écosystèmes forestiers. Donc finalement, les GFCE, c'est une même structure juridique,
C'est un même mode d'action, une même vision de la forêt. Alors en parlant de vision de la forêt, je vais peut-être m'attarder là-dessus. En gros, on a, un courant qui est autour de la ce qu'on appelle la libre évolution, donc mettre la forêt sous cloche, où finalement on extrait l'homme de la forêt pour la préserver. C'est des très bonnes initiatives, mais il faut savoir que d'après les dernières études de l'IGN, le dernier inventaire de l'IGN, il y a près de 40 des forêts en France qui ne sont pas exploitées. Donc ils sont naturellement laissés en libre évolution, ce qui fait que les 60% restants sont surexploités. La pression finalement est redistribuée sur ces 60%. Donc faire de la libre évolution, c'est bien, mais il faut aussi prendre en compte le fait que si trop de forêts passent en libre évolution, bah, ça augmente la pression sur les autres. De l'autre côté du spectre, on a évidemment les acteurs qui surexploitent les forêts et qui finalement ne font pas de sylviculture, mais plutôt de l'agriculture, et qui exploitent des forêts comme ils exploiteraient un champ de carottes. Et les GFCE et d'autres acteurs, évidemment, des forêts vivantes, hein, on va l'appeler comme ça, eux préfèrent justement réintégrer l'homme et ses activités dans l'écosystème forestier sans le dégrader. Donc, ce n'est pas la nature au service de l'homme, ce n'est pas l'homme qui protège la nature, c'est la nature avec l'homme. Et donc ces GFCE qui ont le même mode d'action, les mêmes visions, les mêmes statuts juridiques, pourtant ont des modalités différentes, et c'est ce qu'on a envie de vous présenter aujourd'hui. Donc il y a 31 GFCE en France à l'heure où je vous parle. Vous avez une carte info GFCE, on vous enverra le lien si vous souhaitez aller les découvrir. Et donc, si certains de ces GFCE sont des initiatives citoyennes qui ressemblent finalement dans l'état d'esprit à des associations, il y en a d'autres qui sont lancées carrément par des professionnels de la filière qui cherchent à en vivre un jour. Donc c'est le cas de Green Forest qui est avec nous aujourd'hui, Benoît, et qui va pouvoir s'exprimer à ce sujet. Et donc Bettina va pouvoir vous en dire un peu plus. C'était l'objet de son étude de faire finalement une classification des GFCE. Et donc avant de passer à la présentation des intervenants et des intervenantes, un tout petit mot sur Forêt Partagée. Donc en fait, nous, on est un collectif de gérants et de gérantes de GFCE et on travaille depuis 4 ans à l'essaimage du modèle en France. On accompagne aussi d'autres gérants à se professionnaliser pour faciliter leur développement. Et donc, on s'est structuré l'année dernière autour d'une association pour pouvoir aller encore plus loin. Voilà. Donc, c'était tout pour l'introduction. Alors, pour la suite, moi, je voulais savoir peut-être qui vous êtes vous. Alors, je ne sais pas si sur. Alors, si on peut lever la main sur Jitsi, donc nickel. J'aimerais bien que vous leviez la main si vous êtes gérant ou associé dans un GFCE. Donc, vous avez la petite main en bas. Voilà, donc ça monte. On a une dizaine de personnes. Très bien. Merci beaucoup. Bah, vous pouvez baisser la main. Les personnes qui travaillent dans la filière bois, est-ce que vous pourriez également lever la main? Hem, Histoire qu'on voit un petit peu qui sont les professionnels, du milieu. OK, une dizaine de personnes aussi. Ah, ça monte, plutôt une douzaine, très bien. Donc on a, voilà, peut-être 20-25 personnes, qui connaissent peut-être déjà les GFCE. Est-ce que vous pourriez baisser la main et donc lever la main si vous aimeriez peut-être créer un GFCE à l'avenir? Il y a des gens qui ont déjà parlé de ça, dans les commentaires. OK, pas mal de monde aussi. Super, une dizaine de personnes. Parfait. Et enfin, ah, ça monte encore. Bah, écoutez, c'est enthousiasmant. Vous pouvez rebaisser la main et donc lever la main si vous êtes juste là par curiosité. Vous ne faites pas partie d'un GFCE, vous ne travaillez pas dans la filière bois et vous découvrez vraiment tout ça aujourd'hui. Très bien. Eh ben, écoutez, on a une quinzaine de curieux. Bon, bah, c'est assez équilibré. Très bien. Merci beaucoup. Bah, vous pouvez tous et toutes rebaisser la main. Et on va pouvoir passer à la présentation des intervenants. Donc Mathieu, qui est le co-gérant du groupement forestier de sauvegarde pour la Feuille d'Imorvan. Et ben, je te laisse 5 minutes pour nous raconter un peu qui tu es et ce qu'est le groupement forestier de sauvegarde des Feuilles du Morvan. Alors Mathieu, je ne sais pas si tu as ouvert ton micro, mais on ne t'entend pas. Pardon. Donc merci Gabriel. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Mathieu, je suis co-gérant du groupement forestier des sauvegardes des feuilles du Morvan depuis le mois de juin, suite à l'arrêt de Jacques, donc qui était co-gérant. On est 4 co-gérants.
En vie personnelle, donc j'ai 2 enfants, une compagne très compréhensive et puis, je suis chargé d'affaires dans une entreprise de travaux publics. Voilà. Le groupement forestier, le GFSFM, donc, il a été créé en 2003 suite à une mobilisation citoyenne, autour d'un gros domaine forestier, à Autun, qui était, un très gros risque et puis, de coupe rase. Un groupement forestier avec des pratiques, un peu douteuses, souhaitait l'acquérir. Donc il y a eu une énorme mobilisation et puis donc du coup ça s'est transformé en, en un collectif, on va dire, l'association Autun-Morvan Écologie, la ville d'Autun et le Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne, qui s'est associé et puis a décidé d'acquérir 270 hectares. Par la même occasion, AME, justement étant association, a décidé de créer ce groupement forestier citoyen. C'était sous l'impulsion de Thierry Collin et puis certains d'entre vous doivent connaître Lucienne Haez, notre Lulu. Voilà, ça c'était en 2003. J'ai deux, trois notes. Et puis oui, on peut dire aussi, alors j'ai lu d'autres choses, qu'on est le premier groupement forestier citoyen. Au niveau de l'organisation du groupement, donc on est 4 co-gérants bénévoles. On se répartit les tâches. On est 2 co-gérants qui on est localisés sur le Morvan et 2 co-gérants à Lyon. On fait une assemblée générale annuelle au mois de juin en général, et puis avec une visite de terrain. Et donc pour nous aider dans tout ça, on a un conseil scientifique de 8 membres. On recherche un spécialiste des sols en ce moment. Voilà. On a l'appui technique d'un expert forestier pro-silval pour faire de la sylviculture mélangée à couvert continu. Et puis on a beaucoup de bénévoles, voilà, pour nous aider sur des missions ponctuelles et puis sur les missions aussi du quotidien, comme la comptabilité et puis les inscriptions, bref. Pour donc on est 1200 associés et la souscription, donc le droit d'entrée, en gros, on va parler de ça, la part elle est à 175 €. C'est une volonté depuis le début de faire un droit d'entrée faible, on en reparlera plus tard. Voilà. Après, quelques détails sur le groupement. On a un partenariat très actif avec les collectivités sur le Morvan, que ce soit avec le parc du Morvan, le laboratoire forestier de Bibract, et puis du coup, on a aussi avec le GFSFM a créé avec tous ces acteurs locaux là, donc que ce soit le PNR du Morvan, le département de la Nièvre, la ville d'Autun, le centre des espaces naturels. On a créé une association qui est le GGRV, c'est le groupement pour les gestions responsables de Bourgogne. C'était le but de ce groupement, c'était de faciliter la certification FFC de nos forêts. Voilà. Tu me diras le temps, Gabriel, si je prends pas trop de temps. Non, c'est nickel. C'est nickel, voilà. On est à fin 2024, je crois qu'on a 1200 associés. On a acquis 467 hectares, essentiellement sur le Morvan, dans le parc du Morvan, quelques forêts en périphérie, une dans Lyon, voilà, c'est la plus éloignée de notre siège social à Autun. Et puis là, on est en cours d'acquisition de forêt en ce moment, voilà, ça suit son cours. On m'avait demandé aussi une particularité sur notre groupement forestier, notre groupement forestier sur laquelle on peut être fier. Bah, écoutez, moi, je pense que c'est surtout au niveau de la gérance et puis on est 100% bénévole et non forestier. Moi, j'apprends tout en ce moment. Je suis beaucoup aidé par Jacques, qui m'aide sur beaucoup de sujets, et puis notre expert forestier au niveau pure forêt. Et puis, il y a vraiment une bonne entente entre gérants. Là, on arrive à bien être réactif sur beaucoup de sujets. Et puis, on implique beaucoup le conseil scientifique.
Et puis, je dirais une deuxième particularité, c'est Lucienne qui m'en parle souvent. C'était donc un achat d'une forêt à Villiers-en-Morvan où, en très peu de temps, le GFSFM a réussi à mobiliser les habitants du hameau pour acheter une forêt qui sont aussi devenus associés au groupement forestier. Ça, moi, j'ai pas le recul des 20 ans. C'est une histoire que Lucienne évoque souvent. Voilà pour la présentation. Je pense Trop bien. voilà, c'est complet. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Merci. Super. Bah, merci Mathieu. Et tu parlais de Lucienne, j'en profite pour lui faire un peu de promo. Elle a Ah, c'est sorti un gentil, livre, j'avais pas dit. Super. un livre que j'attends dans ma boîte aux lettres. Donc, Mon combat pour des Ouais, forêts vivantes. Et très donc, bien. voilà, ce que je trouve intéressant dans l'intervention de Mathieu, c'est qu'au départ, le GFCE de sauvegarde des feuilles du Morvan était une association. Donc, c'était vraiment une initiative citoyenne qui s'est ensuite structurée, professionnalisée pour devenir un GFCE, et qui est aujourd'hui, je crois, le deuxième GFCE en termes de taille de forêt, juste derrière Avenir Forêt, qui a un peu plus de 1000 hectares. Voilà. Je vais poser des questions à Mathieu tout à l'heure pendant la table ronde. Vous pourrez lui en poser aussi pendant la session de questions-réponses. Et on va laisser la parole donc à Anne-Marie et Pascal, qui sont les co-gérantes du GFCE du Baron Perché, dans le Perche, comme le nom l'indique. Donc Anne-Marie, Pascal, je vous invite à ouvrir votre micro. Voilà, vous nous entendez? Très bien. Ok. Allez, merci, bonjour. Donc, d'abord Anne-Marie, retraitée et co-gérante du GFCE Le Baron Perché, que nous allons vous présenter dans quelques secondes. Et Pascal, retraitée aussi, co-gérante. On ne connaît rien à la forêt, ou on ne connaissait rien à la forêt. On apprend tous les jours. Voilà. Alors d'abord pour nous situer, parce que c'est pas évident de nous situer, hein, on est ici, là, Baron Perché, en Bourgogne. Et oui, merci de mettre la flèche, voilà. Et on a au sud, on avait le chat sauvage et les feuillus du Morvan. Hein. Voilà, donc on vous a présenté la Puisaye parce que vous voyez, c'est en bas à gauche, en sud-ouest de Lyon. Là, vous avez Lyon. Et à droite, vous avez la région Puisaye-Forterre. Alors, c'est Puisaye-Forterre avec un petit débordement vers la Loire. Ça, c'est la communauté de communes de Puisaye-Forterre. Donc, c'est notre terrain, notre ressort. Donc, à l'extrême droite, vous avez Courson-les-Carrières, c'est le canton de Courson-les-Carrières qui est la Forterre. Alors, Puisaye-Forterre, la Puisaye, région humide, très forestière, avec beaucoup d'étangs, Forterre et bocagères. Et la Forterre, un plateau calcaire avec plutôt, alors donc la Puisaye plutôt argileuse et le Forterre calcaire, avec un paysage qui était autrefois bocagé et qui a été ruiné par le remembrement. Donc, il reste encore quelques haies et quelques petits massifs forestiers tout petits qu'il faudrait sauver d'urgence. Voilà, en Forterre. Donc, le Baron Perché, c'est d'abord une naissance récente. Hein, on a un an. Le bébé est tout jeune, né le 25 janvier 2024. Ce nom, nous le devons au conte philosophique d'Italo Calvino. Pardon. Merci. Nous étions 12 au départ et nous sommes aujourd'hui 59 associés, dont une personne morale. Et puis, nous sommes partis d'un capital social avec des parts à 250 €, de 6 000 €. Nous sommes aujourd'hui à presque 30 000. Et nous avons acquis en octobre dernier notre première forêt qui fait 3 hectares 2. Voilà. Donc, nous sommes vraiment tout jeunes. Et je dirais que on nous a demandé aussi, Gabriel nous a demandé de dire de quoi nous étions fiers. Eh bien, en fait, nous sommes fiers de notre jeunesse
et du parcours qu'on a déjà effectué en un an, parce qu'on trouve que on n'y croyait pas autant dès le début. Hein. Voilà. Et alors, au niveau de la gouvernance, nous sommes normalement au moins 3 co-gérants élus pour un an par les associés en assemblée générale avec des mandats renouvelables. Et actuellement, nous sommes 5 co-gérants. Et je peux vous dire que c'est pas inutile d'être 5. C'est quand même beaucoup de travail. Pascal pourra peut-être en parler un petit peu. Alors, nous commençons seulement, il fallait déjà une forêt hein, pour avoir des activités avec nos associés. Donc, nous commençons à avoir des activités. Nous avons déjà fait une visite guidée de notre bois. Nous organisons dans une semaine une coupe de bois de chauffage avec environ 15 à 16 associés. Et puis, nous envisageons de faire participer les associés au petit entretien, etc. Voilà. Donc, et nous avons la volonté de les impliquer davantage, notamment à la prochaine AG qui aura lieu le 8 mars, qui est notre première grande AG. Eh bien, nous allons lancer un appel pour que des petits groupes se créent, voilà, des petites commissions ou des comités, comme on voudra, peut-être pas très formels, mais que des gens s'impliquent, notamment dans la communication du groupement, dans les réseaux sociaux, etc. Et puis, nous bénéficions aussi de conseils de professionnels bénévoles pour le moment, dont un forestier qui est en formation et qui utilise d'ailleurs certaines des procédures que nous faisons pour son stage. Et puis, voilà. Donc, et puis un professionnel qui travaille pour l'ONF. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Je crois que c'est tout. Et nous sommes bénévoles. Hein. Tout le monde est bénévole pour l'instant. Voilà. Trop bien. Merci Anne-Marie, merci Pascal. Donc là, on a un deuxième modèle de GFCE qui a été avec une cogérance nombreuse et bénévole. Et pour prendre un peu le contre-pied, on a aussi invité Benoît, qui est donc le gérant du GFC Green Forest, qui est lui-même gestionnaire forestier professionnel et qui est unique gérant de son groupement. Donc Benoît, est-ce que tu pourrais également te présenter, s'il te plaît? Alors Benoît, on ne t'entend pas, je ne sais pas si tu as mis ton micro. On t'entend toujours. Est-ce qu'il est là, Benoît, d'ailleurs? Est-ce qu'il est encore là? Ouais, Benoît, il est là. Benoît, il faut que tu réactives ton micro. Il faut que tu cliques sur le petit. Le petit. Alors attends. Là, je te fais une demande de réactiver ton micro. Normalement, tu as juste à l'accepter. Ouais. Bon, alors, le temps que Benoît se connecte, moi, j'ai fait mon stage, parce que je suis également étudiant forestier chez lui. Donc, j'ai été pendant 3 mois stagiaire dans ce GFCE, donc, qui est localisé dans le Vercors, dans la région des Trois Montagnes. C'est un GFCE qui a, je crois, fêté ses 4 ans, et donc a été lancé par Benoît, qui lui est forestier dans le coin depuis plus de 20 ans. Donc, il avait déjà un très gros réseau de propriétaires privés pour lesquels il travaillait. Il était également déjà bien connecté avec les personnes, voilà, la filière locale. Et donc, pour la petite histoire, Benoît, en fait, il ne connaissait pas l'existence des GFCE, mais il s'était dit lui-même, ah, ce serait peut-être intéressant, je vois pas mal de forêts qui passent de propriétaire en propriétaire. Pourquoi je les récupérerais pas moi pour en faire une gestion durable? Et donc, en faisant appel à de l'épargne citoyenne, il voulait appeler ce groupement Forêt d'avenir. Donc, il a tapé Forêt d'avenir sur Google et il est tombé sur Avenir Forêt, qui est un GFCE dont j'ai parlé déjà tout à l'heure. Et donc, il s'est renseigné sur les GFCE, il s'est dit, ah bah trop bien, ce modèle existe déjà. Donc, il a découvert le wiki, qui est un centre de ressources qui a été créé par Emmanuel, le président de Forêt Partagée, et donc a pu lancer son groupement forestier. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont à peu près 150 associés. Ils ont un peu plus de 2 millions maintenant d'euros de capital, et ils sont en passe d'avoir 250 hectares de forêt. Donc nous, c'est un modèle de GFCE voilà, qu'on trouve très intéressant parce que lancé par un forestier professionnel. J'aimerais bien que Benoît puisse intervenir parce que pendant la table ronde, on a pas mal de questions à lui poser.
Et donc, finalement, le GFCE Green Forest est un client de la société de gestion de Benoît qui s'appelle Vercors Forêt Développement. Et donc, Benoît, on est le gérant unique, il a aussi un bureau et il fait une augmentation de capital par an environ pour accepter de nouveaux associés et aller chercher de nouvelles forêts. Voilà. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. J'espère que Benoît va réussir à se connecter. Mais en attendant, il se représentera tout à l'heure. J'aimerais laisser la parole donc à Bettina, qui est autrice d'une étude sur les GFCE qu'elle a réalisée en 2024. Donc Bettina, je te laisse peut-être te présenter avant de te poser mes questions. Oui, merci beaucoup Gabriel. Pour me présenter rapidement, Bettina Leblanc, je travaille aujourd'hui en tant que chargée de mission territoire chez Silvact. Mais donc avant ça, j'avais fait plusieurs études, donc à la fois en école de commerce, à AgroParisTech aussi sur la gestion des fêtes tropicales. Et j'étais l'année dernière en reprise d'études en philosophie de l'environnement. Et donc c'est cette année-là où j'ai réalisé mon enquête. Trop bien. Et justement, est-ce que tu pourrais, peut-être en introduction, comment les GFCE pour toi s'inscrivent justement dans les luttes en faveur des forêts vivantes? Peut-être avant ça, parce que je pense que j'aurais pas forcément le temps de développer l'ensemble de mes résultats de recherche. Donc peut-être pour représenter très rapidement le contexte de l'étude. Donc je l'avais réalisé dans le cadre d'un stage de 6 mois à l'unité de recherche ETIS de l'INRAE, qui est un laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales qui est au sud de Bordeaux. Il y a une petite équipe d'une dizaine de chercheurs qui sont spécifiquement sur les relations forêt, forestier, société, d'un point de vue économique, social, politique. Donc, je préfère le rappeler là parce que je pense que beaucoup de personnes qui connaissent pas forcément bien l'INRAE s'imaginent qu'en matière de forêt, l'INRAE ne s'intéresse que sur la productivité ou la santé des peuplements. Donc, voilà, c'est pas forcément le cas. Et je pense qu'en ligne, vous trouverez plusieurs déjà rapports et études qui pourraient vous intéresser. Et je pense notamment à l'expertise Coupraz, coécrite par Philippe Defy, qui m'a dirigé lors de mon enquête, qui pourrait vous intéresser. Donc moi, l'objectif de l'étude, c'était de proposer une caractérisation sociale des GFC, donc très schématiquement, qui sont les membres et qu'est-ce qu'ils veulent, et une étude de leur capacité transformative, autrement dit, leur aptitude à pouvoir provoquer des changements significatifs et durables des structures socio-écologiques existantes, et donc leur capacité à remettre en cause les pratiques, les croyances dominantes, et puis promouvoir des alternatives viables et durables. En bas, tu as 4 carrés. Donc l'enquête, elle est vraiment arrivée à un moment où le mouvement il s'accélère en France. Moi, il y avait une vingtaine de GFCE créés au moment de mon enquête, dont 15 seulement après le Covid. Donc on voit vraiment une croissance exponentielle du mouvement. Il y a un bouton avec 4. Et donc, Gabriel, tu me demandais comment est-ce que ça s'inscrit du coup dans les luttes sylvo-environnementales passées. Ça me paraît important, notamment pour des personnes curieuses qui nous rejoignent, qui ne sont pas forcément très familières des luttes sylvo-environnementales. Les forêts, elles sont de plus en plus aujourd'hui sous le feu des projecteurs, mais il n'a pas fallu attendre les GFCE pour avoir des revendications, des protestations en forêt. Et donc, c'est assez intéressant de se pencher sur la façon dont les GFCE ils se sont inscrits dans ces mouvements qui, là, je vais parler notamment ceux du XXe siècle, mais qui peuvent dater vraiment d'avant. Donc, c'est des revendications, si on se penche déjà même sur la seconde moitié du XXe siècle, qui se sont accélérées suite à des grosses évolutions qui ont eu lieu dans les paysages forestiers, notamment suite à la Seconde Guerre mondiale, avec le Fonds forestier national d'une part et la déprise agricole. On voit les paysages forestiers évoluer avec des boisements importants, notamment en résineux, et des changements de pratiques en forêt, donc de la mécanisation, rationalisation de l'exploitation. Et donc, dès les années 60, on voit des premières vagues de contestation et de mobilisation qui sont portées par des associations de riverains, des associations locales ou de sauvegarde de l'environnement, et qui vont avoir tout un de revendications, dont une partie qu'on trouve déjà dès le 19e, portée par une élite intellectuelle et artistique sur les paysages forestiers, mais ils vont élargir le débat et toucher vraiment toutes les classes sociales en parlant aussi des conséquences environnementales, donc liées à la biodiversité, la qualité de l'eau. Et donc, on voit déjà dès les années 60 le sujet des forêts être emparé par vraiment toute la société civile.
Face à ça, on va avoir une première tentation, notamment par les forestiers, d'en faire un débat d'experts et essayer de minimiser la légitimité de ces discours. Mais en fait, même au sein des forestiers, on n'a pas une réponse unique d'experts et on a des mobilisations même en interne au sein de l'ONF. On voit l'application dans les années 70 d'un livre blanc qui est resté célèbre, donc SOS Forêt Française, où ils vont se rallier à des positions défendues par les associations de protection de la nature en remettant en cause une obsession de la productivité à tous les étages. Donc face à ça, forcément, il y a une certaine prise en compte des revendications des années 80, notamment sur le point de vue paysager, dans un contexte de plus grosse prise en compte des enjeux environnementaux voilà, dans tous les sujets, pas qu'en forêt. Et en fait, on va avoir des nouvelles vagues à nouveau, donc à partir des années 2000, de contestation dans un contexte où on a une intensification de la récolte de bois. Donc, notamment suite à la tempête de 99, où beaucoup de bois est tombé, et donc il a fallu essayer de sauver le capital économique, entre guillemets, mais aussi suite à l'arrivée à maturité de certaines plantations qui ont eu lieu après-guerre. Et donc, on voit vraiment une multiplication de la méthode, notamment des coupes rases. Et donc, face auxquels on a à la fois les acteurs traditionnels type WWF, la LPO, FNE qui se mobilisent, mais aussi des nouvelles organisations spécialisées sur les forêts. Donc, on a parlé du réseau des alternatives forestières, Canopée, SOS Forêt, qui vont porter à connaissance, notamment sur les réseaux sociaux, à un plus large public, les enjeux forestiers. Et les GFCE, ils vont naître vraiment dans ce contexte-là, dans cette époque-là, au début des années 2000, avec le premier en 2003, donc le GFSFM. Et comme je le disais, avec une accélération du coup à partir du Covid à peu près. Merci beaucoup Bettina, c'est super intéressant. Et pour celles et ceux qui sont curieux de creuser ça, il y a un super livre de Martine Chalvet, Histoire de la forêt française, qui raconte tout ça sur un bouquin de 300 pages. Merci beaucoup Bettina pour cette mise en contexte. Est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter comment s'est déroulée ton enquête avant de nous présenter tes résultats? Ouais, bien sûr. Je vais passer vraiment balayer très rapidement la méthodologie. Donc, en gros, nous, c'était un sujet encore très naissant. On voyait de loin les GFCE commencer à se structurer et à se multiplier, mais il n'y avait pas encore de papier de recherche qui était sorti. Donc, moi, finalement, la bibliographie, il n'y en avait pas tant que ça. Donc là, on était vraiment sur une enquête totalement exploratoire qu'on a décidé de faire de façon qualitative, donc avec des entretiens semi-directifs. J'ai rencontré 29 membres de GFCE, donc à la fois des gérants, mais aussi des associés. Et donc, le but, c'était de savoir justement les GFCE, comment est-ce qu'ils s'inscrivent dans cette lignée de lutte sylvo-environnementale, qu'est-ce qu'ils souhaitent garder des luttes passées, qu'est-ce qui les distingue des autres acteurs. Et donc, déjà, est-ce que les membres sont les mêmes ou est-ce que ça mobilise d'autres personnes qui n'étaient pas dans ces luttes passées? Comment est-ce que les GFCE justifient leur existence? Pourquoi avoir créé un nouveau type de structure? Est-ce que c'est des nouvelles valeurs, des nouvelles pratiques? Et donc, concrètement, comment est-ce que leurs idéaux vont s'incarner aussi, tant en matière de gestion forestière que de gouvernance? Parfait. Merci beaucoup. Et donc, peut-être nous raconter aujourd'hui les résultats de ton étude. Donc, combien de types de GFCE est-ce que tu as pu répertorier à travers cette enquête? Oui, alors c'est pas les seuls résultats, mais donc je vais décider de me focaliser là-dessus aujourd'hui. Évidemment, je peux vous envoyer mon mémoire si vous êtes intéressé d'aller un petit peu plus loin. Mais donc, j'ai proposé dans le mémoire une typologie des groupements en 4 grands types que j'ai identifiés en fonction de 6 variables discriminantes que vous pouvez voir à l'écran sur la première colonne. Et donc, elle est bien sûr exploratoire parce que j'ai pu rencontrer seulement 10 GFCE sur à peu près une vingtaine existants à l'époque. Mais ça schématise forcément la réalité. Chaque GFCE, il a ses particularités, mais ça peut permettre d'offrir une première compréhension pour les personnes qui sont vraiment pas du tout familières des GFCE, parce qu'on a plusieurs courants qui se distinguent dans cette nébuleuse. Et donc, même si tous les GFCE, ils sont créés avec une volonté de faire en sorte que les forêts puissent continuer à assurer leurs services environnementaux, on note une certaine hiérarchisation différenciée des objectifs, tant sur le volet écologique, est-ce que c'est de la préservation ou plutôt vraiment de la... prouver qu'une sylviculture durable et rentable est possible, que sur le volet citoyen, avec des implications variables des membres et surtout variables du rôle du gérant.
Et donc, j'ai distingué 4 grands types que je vous propose de résumer rapidement. Donc, on a un premier type que j'ai appelé association locale. Alors, les titres, voilà, c'est issu de mes entretiens et ils sont soumis à débat, bien sûr, qui sont les groupements types que j'ai rencontrés le plus, d'ailleurs, qui vont avoir comme objectif premier surtout la préservation des forêts locales grâce à l'acquisition de foncier. Donc, c'est beaucoup des personnes qui vont se mobiliser contre les coupes rases localement et qui vont chercher à acheter des forêts pour éviter justement ces coupes rases. Et donc, c'est un projet de territoire vraiment précis, souvent sur un rayon de 30 km environ. Et l'objectif est de rassembler vraiment un très large public, plusieurs centaines de personnes, et faire du GFC aussi un outil de mobilisation et d'éducation populaire à la gestion forestière. Donc, il y a vraiment un objectif initial de redonner du pouvoir à la société civile, s'émanciper d'une seule parole experte portée par des professionnels et redonner voilà, plus de prise de décision, plus de pouvoir là-dessus à la société civile. On a un deuxième type de groupement. Peut-être, Bettina, est-ce que tu as un exemple, typiquement, les Feuilles du Morvan et Baron Perché, j'ai l'impression qu'ils rentreraient plus dans cette catégorie. Est-ce que tu pourrais peut-être, sur chaque catégorie, nous donner quelques exemples? Oui, voilà. Alors, les membres du premier type, beaucoup les membres des forêts de Dordogne. Donc, il y en a 5 actuellement. Donc, Loupicatao, les Boiseaux, enfin voilà, en tout cas, les 5 de Dordogne. Et puis, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, Baron Perché et GFSFM rentrent dans cette catégorie. Ensuite, on a la deuxième catégorie, donc pareil, que j'ai appelé placement ESS. Donc ça, c'est un petit peu comment pourraient le ressentir les membres des groupements. Donc là, on va classer plus Avenir Forêt, éventuellement Green Forest aussi, où ça va se distinguer surtout en la personne du gérant à l'initiative du projet, où l'objectif du groupement, c'est vraiment un projet de vie, en fait. L'objectif, c'est de pouvoir vivre uniquement de la gestion du groupement, tant d'un point de vue administratif que forestier. Et donc là, on va avoir des stratégies totalement différentes où vraiment une centralisation des compétences dans la personne du gérant, avec un objectif de gestion écologique des forêts en premier, pas seulement de préservation. Et donc les membres, il va y avoir moins d'horizontalité en termes de gouvernance. Ils vont surtout se retrouver dans les AG annuels, mais une montée en compétences lors des sorties qui peuvent être organisées, mais toujours une éducation, entre guillemets, par la parole experte des gérants. Ensuite, une troisième typologie, donc les groupements plus type foncière qui vont chercher à combiner en fait les deux grands objectifs des groupements 1 et groupement 2 en 2 entités séparées. Donc c'est surtout ça qui va les différencier, avec d'un côté un groupement forestier qui va avoir comme objectif de rassembler beaucoup d'argent pour acheter des grandes surfaces de forêt et pouvoir les gérer avec un groupe de bénévoles qualifiés, donc par des diplômes ou par une expérience professionnelle. Et d'autre part, une association parente qui va plus gérer le côté éducation populaire, sortie en forêt et forte participation possible des membres. Donc là, pour l'instant, il y a surtout un seul groupement qui correspond à ça. C'est le nom m'échappe. Le Cervère. Le Cervère, voilà, merci Florent. Voilà, il y a le Cervère qui rentre dans cette catégorie. Et enfin, du coup, un quatrième type de groupement qui, cette fois-ci, va s'intéresser surtout au C de GFCE et chercher qui voit le potentiel des GFCE surtout dans la remise en cause du modèle gestionnaire propriétaire, va repolitiser les enjeux forestiers et vraiment chercher à explorer plus des modèles de gouvernance démocratique radicalement différents. Donc là, on va avoir un modèle totalement différent qui ne va pas du tout chercher à s'étendre. Il y a un achat d'une seule forêt avec une implication forte des associés qui sont très peu nombreux et qui vont prendre des décisions pas seulement lors des AG, mais vraiment lors de toutes leurs réunions où il y a des quorums très élevés, de plus de 80%. Donc là, je pense notamment au GFCE de la Salamandre qui se trouve dans le sud. Merci beaucoup, Bettina. Je répète ce que Bettina a déjà dit, mais son étude est disponible, donc n'hésitez pas à la contacter. On vous mettra ses coordonnées dans le mail de compte rendu. Et Bettina, évidemment, va participer à la table ronde. Alors, je crois qu'on a récupéré Benoît. Benoît, est-ce que tu as envie de compléter la présentation que j'ai faite à la volée de Green Forest? Donc, vous m'avez bien récupéré. Ça y est.
Vous m'entendez? Ouais. On t'entend bien, ouais. Donc je peux dire 2 mots. J'écoutais d'une oreille ce que tu as dit, parce que j'ai été pris par le problème. Donc Green Forest a 4 ans. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis gestionnaire forestier de formation et de profession. Et donc ça fait 25 ans que j'exerce sur le Vercors. Et donc c'est au bout de 20 ans, quand j'ai décidé de me mettre à mon compte et de créer mon entreprise de gestion et d'exploitation, pour laquelle j'intervenais auprès des très nombreux propriétaires privés du secteur. J'ai en parallèle créé Green Forest. Et comme l'a dit Gabriel, c'est vrai que le déclic, ça a été d'apprendre que Avenir Forêt existait. Et donc, ça m'a convaincu dans l'idée de me lancer. Donc, aujourd'hui, je suis le seul gérant. Par contre, je m'entoure de ce qu'on appelle un bureau, même s'ils n'ont aucun pouvoir, c'est qu'il y a 7-8 personnes avec qui je discute des sujets, voilà, entre les AG, savoir si on augmente ou pas le capital, s'il faut prévoir une augmentation de valeur de part, s'il faut changer les modalités pour rentrer dans le Green Forest, parce qu'avant on était à 2 500 € minimum, maintenant on est à 5 000 € minimum. Toutes ces choses-là, puis bon, réserver une salle et l'organisation de l'AG, etc. Donc, à proprement parler, moi je ne suis pas rémunéré par Green Forest en tant que gérant. Ce sont mes missions techniques, donc de gestionnaire forestier, qui sont rémunérées. Donc ça va être les estimations, pas mal. Les actes notariés, j'ai un forfait pour suivre un peu toute la paperasse et les actes chez le notaire. Et puis après, pour tout ce qui est mobilisation de bois, c'est vrai que les martelages, les suivis d'exploitation, la commercialisation des bois, là j'ai un forfait de 8,50 € par mètre cube, comme je peux avoir chez les autres propriétaires. Voilà, donc pour moi, Green Forest, pour moi, en tant que société Vercors Forêt Développement de gestionnaire forestier, Green Forest est un propriétaire. Voilà, alors un peu particulier parce que j'essaye de le développer. Et l'idée à terme, voilà, c'est d'arriver à avoir peut-être une moitié d'activité garantie par Green Forest. Et donc pour ça, il faut atteindre en forêt de montagne, à mon avis, au moins 1000 hectares. Parce que pour viabiliser mon activité, je suis peut-être autour de, il me faut peut-être pas loin de 2500 hectares de forêt en gestion. Voilà, parce qu'en forêt, ça pousse en montagne, ça pousse doucement. Et puis, il y a des zones qui ne sont pas du tout productives, il y a des zones qu'on laisse, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même pas mal de surface. Donc, bon, je ne sais pas si on arrivera à 2500 hectares, mais si on arrive à 1000, ça sera déjà très bien, parce que j'aurai toujours des propriétaires à côté à gérer. Merci Voilà. beaucoup de Benoît. Et donc aujourd'hui, tu es à combien d'hectares et c'est à peu près combien d'hectares par an que tu arrives à acquérir? Donc, en 4 ans, là, on arrive à 250 hectares. Ça s'est un peu accéléré, et puis surtout là, parce qu'il y a une forêt de 100 hectares qui est chez le notaire. Mais c'est vrai que je ne pensais pas, en fait, on double chaque année, donc ça m'étonnerait qu'on arrive à 500 en fin 2025, mais sait-on jamais. On a commencé par 10, puis 20, puis 50, puis là 100, enfin voilà, donc ça va assez vite. Ouais. Trop bien. Eh ben, merci Benoît. Je vais arrêter de partager mon écran parce qu'on va passer à L'enregistrement s'est la table arrêté. ronde, donc comme ça on pourra voir les visages. Là, Benoît vient de nous raconter son ambition liée à son GFCE. Donc c'est de pouvoir assurer dans l'idéal la moitié de son activité donc de sylviculteur qui pratique la SMCC ou la futée régulière. Peut-être Mathieu, est-ce que toi tu pourrais nous dire quelles sont les ambitions justement du GFSFM qui commence déjà à dater, mais quelle est votre vision finalement sur le long terme, vos ambitions? Voilà. Nous, les ambitions, c'est qu'on dure encore et encore. Les surfaces, ouais, ça augmente petit à petit, et puis on démontre encore une fois que notre modèle est viable. L'enregistrement est en cours. Est viable. Après, on n'a pas une stratégie, on vit un peu au jour le jour, je dirais. Mais bon, on a quand même une vision, voilà, une vision un peu à court terme. Après, bon, financièrement, ça fonctionne. On arrive toujours à acquérir des forêts. Et puis voilà, je dirais que l'ambition, c'est dans 99 ans, renouveler un ORE qu'on a fait sur une forêt, qu'on est en train de faire sur une ORE. Voilà. Et puis
on n'est plus de forêt à sauver, des coupes rases dans le Morvan. Trop bien. Donc oui, pas de chiffres en particulier que vous visez, mais plutôt le fait d'être là et de pouvoir racheter des forêts pour éviter qu'elles tombent entre de mauvaises mains, quoi. Voilà, on ne sait pas on a tout le temps de nouveaux associés, des associés qui remettent un peu, qui souscrivent, et puis de bien gérer les forêts qu'on a actuellement. Bah, pour l'instant, on vit comme ça, et ça nous va bien. Bah, merci Mathieu. Anne-Marie, Pascal, Ouais. quelles sont vos ambitions pour le Baron Perché? Est-ce que vous êtes fixé des objectifs? Pour l'instant, on est très jeune, hein. Donc notre objectif, c'est quand même d'accroître nos propriétés foncières, hein, c'est clair. Donc on a d'autres visions là on a d'autres projets là d'achat dans les mois qui viennent. Mais notre ambition, c'était aussi d'avoir plus d'associés, bien sûr, de les associer davantage. L'enregistrement s'est arrêté. Ah, l'enregistrement s'est arrêté, tu le sais? Ouais, bon, bah, on a l'essentiel. Ok, d'accord. Et puis, voilà. Et puis, on aimerait bien aussi, alors peut-être pas faire vivre, ou même à 50% notre jeune forestier, là, mais au moins, voilà, expert forestier, essayer de l'aider à vivre, au moins à démarrer son entreprise. Voilà, dans 2 ans, il aura fini sa formation et on aimerait bien, il nous aide déjà beaucoup, donc on aimerait bien lui faire une sorte de retour sur investissement en quelque sorte. Bah, ça, c'est intéressant parce que c'est aussi, je vais retenter de lancer l'enregistrement. C'est aussi un axe L'enregistrement est en qu'on cours. souhaite développer avec Forêt Partagée, c'est que finalement, pour un forestier qui s'installe dans une région, de démarrer un GFCE en parallèle, si en tout cas il a les compétences et qu'il se sent les épaules de le faire, ça peut être intéressant pour, au fil des années, pouvoir augmenter les propriétés du GFCE et potentiellement en vivre à terme. Aujourd'hui, il y a un GFCE qui vit de son activité, c'est le GFCE Avenir Forêt en Corrèze. Il a été lancé par 2 forestiers, un forestier et une forestière d'ailleurs, et qui sont tous les 2 co-gérants. Et donc, ils ont un peu plus de 1000 hectares et ils arrivent à vivre de cette activité-là. Et donc, voilà, ça leur a mis 10 ans, en tout cas. Bon, ils étaient assez pionniers, donc ils ont dû essuyer les plâtres à plusieurs reprises. Mais en tout cas, c'est possible pour un GFCE de vivre de son activité. Et donc, merci Anne-Marie et Pascal. En termes de profil de la gérance, justement, moi, j'aimerais bien revenir à Benoît. Benoît, moi, j'aimerais bien savoir en quoi c'est intéressant, voilà, on en a déjà parlé, mais d'être un forestier quand on est gérant de GFCE, en fait, quels avantages ça représente dans le fait d'être gérant, parce que on a vu Mathieu, Anne-Marie et Pascal nous dire que c'était bien d'être plusieurs à la gérance pour assurer toutes les tâches. Toi, tu y arrives tout seul. Comment tu l'expliques? Alors, les associés m'avaient demandé quand même de compter mes heures voilà, à l'année pour voir le temps que j'y passais, puis peut-être faire évoluer justement une rémunération pour la gérance propre. Et donc, à titre d'information, moi j'étais à peu près autour de 300 heures de travail par an sur la gérance. Après, l'avantage que moi j'ai, bah, c'est à plusieurs niveaux d'être forestier, parce que c'est vrai que baignant dedans, c'est vrai que tout ce qui est tous les formulaires administratifs, les plans simples de gestion, les défiscalisations, tout ça, je connais. Après la partie gestion, c'est vrai que je connais le marché. Je sais à l'euro près combien se vend un mètre cube de sapin, combien coûte un bûcheron. Donc j'ai une idée très très précise du rendement de la parcelle et de sa valeur. Donc parce que moi je suis un peu peut-être trop obnubilé justement par, j'allais pas dire le rendement, mais pour justement que les associés qui confient quand même pas mal d'argent me reprochent pas qu'ils soient surpris, que ce soit si peu rentable, etc. Donc heureusement, en discutant, on s'aperçoit qu'ils ne le font pas pour ça. Ils le font plutôt pour la partie environnementale. Mais c'est vrai que de ce côté-là, moi, je me mets un petit peu la pression là-dessus, sur cette partie économie. Et donc d'être dans le métier, bah, voilà, ça permet de savoir exactement où on va. Trop bien. Merci Benoît. Et justement, Mathieu, t'en parlais tout à l'heure. À l'inverse, pour les feuilles du Morvan,
vous n'avez pas de forestiers dans la gérance, mais des citoyens bénévoles qui mettent du temps à disposition. Vous, comment vous arrivez à vous organiser justement sur les aspects un peu plus techniques du rôle de gérant, donc notamment les aspects sylvicoles? Il y a quand même une forte implication de la part des co-gérants là, pour comprendre un peu le fonctionnement des forêts et puis de la sylviculture qu'on mène. On s'appuie sur un expert forestier aguerri aux méthodes de CMCC. Après, on a aussi les appuis techniques des chargés de mission du parc du Morvan. On s'entoure de beaucoup de personnes. Voilà. Personnellement, je fais encore beaucoup appel à Jacques, qui a été co-gérant 10 ans, donc on arrive à s'en sortir. Et puis après, voilà, il y a les associés. On fait des travaux participatifs de dégagement, d'inventaire arbre habitat pour être un peu en raccord avec la certification FSC et puis même voilà pour l'expérience personnelle de chacun. Voilà, on s'en sort comme ça. Et puis après un suivi de l'expert forestier, le rappeler, suivi des travaux. Donc après il y a un peu tout le quotidien des aléas d'un arbre tombé dans une rivière, sur une route. Donc ça c'est tous les co-gérants qui sont basés dans Morvan. Voilà, c'est un peu de temps quotidiennement qu'on va passer là-dessus, ouais. Et donc tous ces experts, cet expert et ces chargés de mission, c'est des gens que vous rémunérez ou c'est des gens qui sont investis bénévolement chez vous? Non, l'expert forestier, oui, on rémunère, bien sûr. Et après, tout ce qui est conseil technique, du conseil scientifique, c'est des bénévoles, ouais. D'accord, très bien. Merci Mathieu. Et donc je reviens peut-être à Bettina. Toi, qu'est-ce que tu as pu constater un peu dans ton étude quant aux différents types de gérance? Et la question à 1 million, c'est quoi finalement une gérance idéale de GFCE? Merci Gabriel. Vaste question. Comme je l'évoquais tout à l'heure, et je pense que ça s'entend bien avec à la fois les témoignages de Green Forest et Baran Perché, il y a vraiment une variété de modèles et je pense que de toute façon, la gérance idéale, elle peut changer du tout au tout selon l'objectif visé. Je dirais que dans tous les cas, le gérant ne doit pas avoir peur des tâches administratives, même s'il y a des super outils qui ont été développés par InfoGFCE et Forêt Partagée pour faciliter tout ça. Mais je dirais que quand l'objectif, c'est vraiment la mise en gestion de parcelles de façon écologique, le choix le plus simple, mais aussi le plus classique, le moins révolutionnaire, c'est de se remettre à un expert qui soit interne ou non au groupement. Et donc, c'est notamment le cas des groupements type 2 et 3 dont j'ai parlé tout à l'heure. Parfois, certains groupements type 1 qui délèguent certaines de ces compétences de gestion à des gestionnaires agréés qui sollicitent le temps de s'auto-former. Donc, comme la promesse de qualité de gestion, elle est vraiment au cœur des groupements type 2 et 3, je dirais que les compétences forestières, quand même, elles sont incontournables, soit chez le gérant ou en tout cas la personne dédiée à ça au sein du groupement. Si jamais l'objectif, comme c'est le cas des GFC peut-être un peu plus historiques, et notamment, je pense au GF SFM dans les premiers temps, donc groupement type 1, parfois groupement type 4, le gérant, il est là surtout pour représenter administrativement le groupement. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une gestion plus horizontale, essayer de s'émanciper de la parole experte unique, et avec vraiment l'idée que le collectif, il va trouver sa force dans le partage des visions différentes autour de la forêt, sans forcément hiérarchiser les points de vue. Donc, dans ce cas-là, je dirais que le rôle du gérant, c'est surtout atteindre les quorums, faire en sorte que les structures souvent très grandes puissent continuer à exister sans que le soufflet retombe, emmener beaucoup de gens avec lui, donc c'est beaucoup de l'animation de collectif, du charisme, et savoir surtout aussi déléguer efficacement les tâches pour pas friser le burn-out. Donc voilà, je dirais qu'il y a quand même deux tendances fortes chez les gérants. Trop bien. Merci beaucoup Bettina. On a parlé des gérants, on va peut-être parler un peu des associés. Je reviens vers vous Anne-Marie et Pascal. Comment on devient associé dans votre GFCE? Comment est fait la sélection et quel rôle vous leur donnez finalement dans la vie du groupement? Alors en fait, on a fait quelques actions de communication, notamment sur les marchés, et on a réussi à toucher des associés, à récupérer des associés, surtout par le bouche à oreille, par nos connaissances. Ça fait boule de neige. Et donc, pour devenir associé, il suffit d'acheter une part de 250 €, de payer ce qu'on appelle des frais de souscription
à hauteur de 20 € actuellement. Et puis les gérants ont le pouvoir d'agréer les personnes physiques. On a aussi la possibilité d'avoir des personnes morales. Nous en avons une actuellement qui va être associée puisqu'elle doit être approuvée en AG le 8 mars. Voilà, c'est tout. C'est facile de devenir associé, il suffit de prendre des parts. Bon, après, on voudrait les impliquer davantage, mais pour l'instant, c'est ça. Il y a autre chose à ajouter, oui, non, je pense que c'est... Voilà, ils vont sur Internet, ils remplissent un formulaire de souscription, et puis c'est fait. Ou alors on a un formulaire papier aussi, mais on espère bien que tout ça va changer avec le RP, et que tout passera par le RP. Donc voilà. Et le RP, c'est le logiciel de gestion qui est en cours de développement avec Forêt Partagée et qu'on attend avec impatience. Voilà. Très bien. Donc, merci beaucoup. Donc, oui, en fait, aujourd'hui, vous avez 3 hectares. Donc, j'imagine que plus vous aurez de forêt, plus vous aurez d'activités à proposer à vos associés. Donc, ce sera plus facile de les impliquer. Merci beaucoup, Anne-Marie Pascal. Et moi, je reviens aussi peut-être vers Mathieu. Mathieu, vous avez un ticket d'entrée à 175 €. Pourquoi pour vous c'est important d'avoir un ticket d'entrée qui soit faible faible, voilà, qui soit à 175 €. Je dis faible en comparaison à d'autres GFCE, typiquement Green Forest, tout à l'heure parlait d'un ticket d'entrée à 5 000 €. Et est-ce que cela ne représente que des avantages finalement d'avoir un ticket d'entrée aussi faible, ou est-ce que c'est ou pas? Mathieu, je ne sais pas si tu as encore ton micro désactivé. Non, ouais. Non, je disais, oui, il y a des avantages, des inconvénients. 175 €, ça permet vraiment à beaucoup de monde de nous rejoindre, et puis des gens avec des revenus assez faibles, voilà, que ce soit, ça peut être de l'étudiant au chef d'entreprise ou d'enfant du papy. Sur les points positifs, ça nous permet d'avoir un pouvoir de mobilisation assez important en cas d'urgence sur un achat de forêt. Et puis sur les problématiques qu'on rencontre, c'est la gestion administrative, les inscriptions au greffe, vraiment très lourd. La gestion des associés, répondre aux questions, leur expliquer pourquoi, comment, ça c'est un co-gérant, c'est Thierry qui a une charge très lourde là-dessus. Et puis et puis bûcher pour atteindre le quorum à l'AG. Après là-dessus, donc sur tous ces points-là, je reviens sur le fonctionnement un peu avec les associés. On a quand même pas mal historiquement depuis longtemps, on a des associés qui nous aident beaucoup là-dessus, notamment sur le suivi comptable et puis les greffes. Et même depuis quelques années, on a 2 associés qui travaillent beaucoup et qu'on rémunère. Ils sont auto-entrepreneurs et on les finance pour s'alléger la charge de travail là-dessus. Sinon, on vit plus, quoi. Donc, on rémunère des associés là-dessus. Et puis après, on a toujours des bénévoles qui viennent pour nous aider en visite de forêt, l'accueil des scolaires, l'organisation de l'AG, la mise à jour de la cartographie sur le site internet, ainsi de suite, quoi. Voilà, le répondeur téléphonique aussi, voilà. On a toute une petite organisation à avoir, et après aussi, ce qui nous manque, c'est le temps aussi de les voir, ces bénévoles, et d'organiser tout ça. Mais ça fonctionne. Voilà. Et vous avez un ticket d'entrée à 175 €, mais est-ce que vous avez le chiffre du ticket moyen finalement qui est investi chez vous? Ouais, il y a beaucoup, une part, 2 parts, hein. Je pense qu'on est à, ticket moyen, je pense qu'il est à 3 parts. Ok, je l'ai pas, Thierry saurait dire, il suit ça, mais on a vraiment, donc ça fait 1200 associés. Voilà. Ok. Et qui remettent au Mathieu. pot tous les ans aussi. Donc, Ah oui, d'accord, il y a aussi ça. ouais. Le fait d'avoir un montant faible, ça permet de faire ça chaque année. Et toi, donc Benoît, tu disais tout à l'heure qu'au départ, vous aviez un ticket d'entrée à 2 500, qu'il était passé à 5 000 €. Pourquoi finalement ce choix d'avoir un ticket plus élevé? C'était pour la gestion administrative surtout, hein, pour pas se retrouver enseveli
par le nombre de personnes qui nécessitent un suivi quand même, notamment lors des votes en AG, pour atteindre les quorums, etc. Donc c'est vrai que et comme la demande était quand même relativement forte, bah, pour acheter des parts de la part des gens, on s'est dit, voilà, on veut un peu limiter quand même, les petites souscriptions parce que finalement, nous les forêts de résineux, ici, elles valent entre 5 et 15 000 € l'hectare. Donc c'est vrai que c'est avec 150 ou 300 €, on fait pas grand chose. Donc c'était aussi, à mettre en corrélation avec la valeur des forêts, ouais. Parfait. Et toi, justement, chez Green Forest, à part le bureau dont tu as parlé tout à l'heure, comment tu laisses aux associés l'espace de t'aider finalement dans tes tâches à la fois administratives et sylvicoles? Les tâches sylvicoles, je leur ai proposé une plantation l'année dernière. Il y avait un îlot d'épicéa qui avait séché, donc on a replanté en groupe. Il y a une quarantaine d'associés qui étaient venus. Donc ils sont très demandeurs, ça c'est sûr. Après, ici on fait peu de plantations parce qu'on favorise la régénération naturelle, donc ça sera très limité. Et à côté de ça, toutes les coupes de jardinage, dès qu'on touche la tronçonneuse, je mets pas les associés au milieu, quoi. Ça, je m'interdis de les mettre, je veux pas prendre de risques, même pour du dépressage, du petit travail. Alors il y a un cas là qui va se présenter cette année, c'est qu'il y a un agriculteur qui nous demande de couper des branches sur les 2 premiers mètres de haut d'une bordure d'épicéa qui longe un champ. Donc là, effectivement, moi je serais peut-être à la tronçonneuse à couper, puis les associés derrière qui ramassent les bouts de branches pour nettoyer le champ, mais voilà, c'est tout, ouais. Ok, très bien. Et c'est déjà chouette d'avoir eu 40 associés pour la plantation. Et donc, je me retourne vers Bettina. Toi, tu as eu l'occasion de rencontrer des associés de GFCE. Qu'est-ce qui les motive en général à rejoindre un GFCE finalement? Je pense que ça dépend un petit peu de chaque groupement, un petit peu comme tout à l'heure, mais ceux que j'ai rencontrés le plus, notamment en Dordogne, parce que c'était mon terrain d'études, donc groupement type 1 plutôt, il y avait vraiment le côté coupe rase qui était évoqué. Donc en général, c'est vraiment l'élément déclencheur où ils vont s'intéresser aux forêts grâce à ça, où il y a un petit peu le côté immédiat des retombées avec 1 hectare acheté, c'est 1 hectare préservé, c'est quelque chose qui était beaucoup revenu. Donc il y a cet aspect-là où il y en a un certain nombre quand même d'associés que j'ai rencontrés qui n'ont pas forcément de volonté ou vocation à s'investir davantage. Ils vont suivre de loin en ayant confiance, mais voilà, il y a vraiment cet aspect-là. Et puis après, ceux qui sont les plus impliqués, je dirais qu'il y a 2 arguments supplémentaires. C'est le côté, c'est un peu comme une association locale où c'est le moyen de se rencontrer, tisser des liens humains, d'autant qu'il y en a beaucoup qui sont un peu néo-ruraux et qui cherchent à rencontrer les locaux. Et après, il y a le côté volonté d'apprendre en collectif, notamment se donner le prétexte du GFC pour acquérir des compétences naturalistes, passer plus de temps en forêt. Donc ça va surtout se retrouver du coup dans les groupements type 1, le côté apprentissage collectif aussi dans les types 4. Je dirais que dans les types 2 et 3, c'est beaucoup des associés plus urbains parce que aussi ça demande plus de capital économique de pouvoir rentrer dedans. Et donc il y a plus le côté donner du sens à son épargne. Et ils vont apprécier quand même de façon moins régulière, mais 1 fois par an, 2 fois par an, se rendre dans les forêts du groupement lors des AG ou autres événements, et puis en apprendre davantage sur les forêts grâce aux gérants qui vont pouvoir justement les former, les sensibiliser à tout ça. Trop bien. Merci Bettina. Et donc là, on a parlé de gérance, des associés. J'aimerais bien qu'on termine sur la dimension sylviculture. On va essayer de finir à 14h15 pour se laisser 15 minutes de questions-réponses. J'aurais pu anticiper que ça allait déborder. Mes excuses. Moi, j'aimerais bien revenir vers Mathieu. Mathieu, vous, comment vous faites l'acquisition de vos forêts à l'heure actuelle, finalement? Actuellement, l'acquisition des forêts, beaucoup de veille. L'outil j'achète ma forêt, là, ils me mettent bien. Je gagne un peu de temps. On a de plus en plus de propriétaires qui nous appellent. On veut vous vendre à vous, même des petites parcelles. Donc là, bon, on fait attention, pas de préemption. Et puis après, donc sur l'acquisition, donc moi, je fais une grosse prise d'information sur la forêt, visite.
Selon les surfaces, les petites surfaces, bon, on se décide entre co-gérant et puis conseil scientifique assez rapidement. Grosse surface, on implique le gestionnaire forestier. Et puis des fois, il y a des décisions super rapides à prendre. Donc là ça fonctionne très très bien. Conseil scientifique répond vite. Nous, on sait où on en est financièrement. Et puis si on y va, on n'y va pas. Et puis voilà. Puis beaucoup de personnes nous appellent pour des petites parcelles en danger aussi, toujours et toujours. Ok. Voilà. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, des gens qui viennent vous proposer des forêts, c'est quoi? C'est finalement sous la forme de dons ou ils vous proposent à la vente ces forêts? À la vente. Ouais. Ouais, la vente. Vous n'avez jamais eu de don d'apport en nature finalement? Non, on le fait pas. On le fait pas. Okay. C'est une question qu'on va mettre sur la table, qu'on doit remettre sur la table. Pour l'instant, on ne fait pas, non. D'accord, très bien. Et merci Mathieu. Et Anne-Marie Pascal, moi je serais assez curieux de savoir comment vous avez trouvé votre première forêt, parce que vous l'avez dit, vous êtes toutes les deux, vous ne faites pas partie du milieu forestier. Comment vous avez réussi à trouver cette première forêt de 3,2 hectares? La première forêt, c'est la forêt d'une amie, donc qui nous l'a proposée. Parce qu'en fait, en campagne, dans les milieux comme ça ruraux, ça va très vite, quoi. L'information, donc ils ont été nombreux à savoir qu'on avait créé le groupement, et donc on a eu cette première proposition d'une amie qui vendait sa forêt. Voilà. Okay. Autrement, bientôt, là, la semaine prochaine, on va visiter un bois, peut-être pour un apport en nature. On n'a pas de dons, hein, on n'a pas le droit de recevoir de dons en tant que GFCE, puisqu'on est une société et pas une association. Et donc, on va visiter une forêt pour une proposition d'apport en nature dans le groupement. Okay. Alors, celle qu'on a achetée réellement, parce que là, l'autre, elle est en cours d'achat, celle qu'on a déjà achetée en octobre, en fait, on a dans le groupement des agriculteurs locaux, donc qui ont tout un réseau, et c'est par ce réseau qu'on a su cette information. Il faut savoir quand même que l'achat de forêts en puisaforteur est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de forêts à vendre. Elles sont très chères. C'est de la chênaie en général. Les forêts qui ont de la valeur, c'est de la chênaie. Et les chênes, c'est un bois qui a de la valeur. Voilà. Et puis, on a eu des propositions d'achat en nature, d'apport en nature, mais alors là, c'est des toutes petites parcelles, quelques dizaines d'arts à peine, dans des massifs forestiers avec un bornage inexistant. C'est compliqué. Et avec des frais de notaire qui sont importants. Donc pour l'instant, on n'a pas encore accepté d'apport en nature. Peut-être là, peut-être dans peu de temps. Là. Trop bien. Voilà. Et merci Anne-Marie Pascal. On croise les doigts pour la prochaine forêt. Et dernière question peut-être pour Benoît. Benoît, tu pourrais nous dire un peu ce que vous faites du bois produit par les forêts de votre GFCE? Oui, alors l'essentiel des forêts achetées pour l'instant, ce sont de la hêtraie sapinière de montagne. Donc on coupe essentiellement des sapins et des épicéas, un petit peu de hêtre, mais comme souvent il manque de feuillus, il manque de mélange dans nos forêts. On fait bien attention de laisser tout ce qu'on peut en hêtre. Et donc les sapins et les épicéas, ça part pour des scieries locales pour la charpente. Voilà. Donc alors c'est souvent plutôt de la petite scierie. J'évite les scieries industrielles qui font 50, 100, 200 000 m3 par an parce que actuellement, depuis 1 an et demi, 2 ans, les prix sont très bas. Donc je livre qu'à des petites scieries, souvent des petites scieries familiales. Alors c'est du compte-gouttes, mais voilà. Très bien. Merci Benoît. Et donc peut-être le mot de la fin pour Bettina. Bettina, je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu disais que finalement un GFCE géré par un forestier, c'était moins innovant qu'un GFCE, parce que bon, on comprend très bien, qu'un GFCE justement géré par des citoyens. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus justement sur cette sylviculture citoyenne finalement qu'on voit poindre un peu dans l'écosystème?
Oui, alors je dis moins innovant et c'est pas du tout un jugement de valeur ou quoi que ce soit, hein, mais c'est vrai que des groupements fonciers forestiers ou des associations, enfin des ASLGF, ça existait déjà par ailleurs et souvent du coup en ayant recours à des gestionnaires. Donc voilà, en tout cas on reste un petit peu sur ce type de modèle. Après, donc, comme je disais, je pense que d'un point de vue, en tout cas, démocratique, gouvernance citoyenne en matière de gestion forestière, peut-être que les groupements type 1 et groupements type 4 que j'ai présentés tout à l'heure, ils sont un petit peu plus innovants en la matière. Après, ça reste des groupements encore assez jeunes, avec cette volonté du coup de personnes un petit peu comme dans le Baron Perché, quoi, qui n'y connaissaient pas forcément grand-chose à la forêt initialement, qui doivent encore découvrir le milieu forestier. Faut pas oublier que c'est des structures qui, voilà, pour la plupart ont 1, 2, 3, 4 ans. 4 ans déjà, c'est rien à l'échelle d'une structure. Donc pour beaucoup, ils sont encore dans la phase d'acquisition de parcelles. La gestion forestière va s'engager plutôt dans un second temps. Donc je dirais que dans ceux que j'ai rencontrés, ils sont encore justement dans cette phase d'organisation. Ils commencent à devoir rédiger leurs documents de gestion durable. Mais voilà, on a le temps d'apprentissage collectif pour pouvoir le faire par des bénévoles qui est assez conséquent. Donc, il faut laisser le temps au temps. Ils ne sont pas encore totalement émancipés d'interventions de professionnels plus classiques. Parfait. Merci beaucoup, Bettina. Écoutez, c'est la fin de cette table ronde. On va passer aux questions aux intervenants. Juste avant, je voulais vous montrer cette slide. Donc, sur le fait que vous aussi, vous pouvez contribuer. Donc, si vous souhaitez investir dans un GFCE, vous tapez, on va mettre le lien là sur le chat, carte info GFCE, ça vous permet d'accéder à tous les GFCE et trouver celui qui est à côté de chez vous, essayer d'aller visiter leur site web pour comprendre un peu leur vision et voir si vous souhaitez investir. Il y a des GFCE qui acceptent des associés tout au long de l'année, d'autres qui font une augmentation de capital par an, donc ça peut aussi dépendre de ça. Si vous souhaitez créer un GFCE, il y a plusieurs personnes qui ont levé la main tout à l'heure. On a développé un outil avec Emmanuel qui s'appelle Forêt Partagée. Forêt Partagée, l'association est propriétaire d'un outil qui s'appelle Info GFCE. C'est un wiki, en fait, c'est un mode d'emploi avec des fiches ressources qui vous permet d'avoir des exemples de statuts, de pouvoir organiser votre gouvernance, vos premières AG, de pouvoir essayer de commencer à faire vos premiers PSG, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une base de ressources. Et associé à cette base de ressources, il y a un Slack qui vous permet de poser des questions à la communauté. Donc, vous avez toujours des gens qui sont là pour vous répondre. Et tous les mois, on organise des formations, des ateliers pour permettre de discuter, de faire du co-développement et d'accélérer l'essaimage du modèle. Et enfin, si vous voulez soutenir Forêt Partagée, vous allez sur Hello Asso, vous pouvez adhérer, vous pouvez devenir bénévole, rien de bien innovant. Voilà. Écoutez, je vais arrêter l'enregistrement pour qu'on puisse passer aux L'enregistrement s'est arrêté. réponses. Je crois qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont répondu aux questions par écrit, mais il y avait une question de Julien qui disait comment identifiez-vous les forêts à vendre? Donc peut-être Benoît, est-ce que tu pourrais répondre à cette question-là? Oui, donc un autre avantage d'avoir affaire à un gestionnaire forestier comme moi, c'est que avec 25 ans d'existence, d'expérience et de travail sur le terrain, soit le bûcheron, soit le propriétaire, soit ceci. Enfin voilà, j'entends parler des forêts qui se vendent dans le secteur et donc 100% des forêts achetées par Green Forest, c'est du bouche à oreille. Voilà. C'est le gros avantage. Je ne fais pas du tout de veille sur les réseaux, enfin sur les sites. Souvent les prix sont exorbitants, déconnectés de la réalité. Donc j'y vais même plus. D'accord. Et Mathieu, tout à l'heure, tu parlais de veille justement pour identifier les forêts. Tu pourrais nous en dire un peu plus? La veille, c'est les sites de la SAFER, quelques sites internet, et puis on a également notre gestionnaire forestier qui nous informe, connaît bien aussi le secteur. Donc on a sur des massifs, des forêts intéressantes, on a très vite l'info. Et puis les habitants aussi, le réseau d'habitants, d'associés dans le Morvan. Ok. Et Mathieu, ton jeté, est-ce qu'il y a une taille minimale de forêt que vous rachetez? Ah pardon, il y a Jacques qui voulait compléter. Oui, juste deux mots. Sur le site de la SAFER, j'ai fait de la veille pendant 8 années. Il ne faut pas hésiter à regarder
les propriétés agricoles. Car très souvent, la classification n'est pas bonne au cadastre. Surtout dans des secteurs de déprise, comme c'est le cas dans le Morvan. On a beaucoup de parcelles qui sont passées du statut agricole au statut de friche, puis au statut forestier, qui sont parfois encore au cadastre en statut de terrain agricole. Ça nous a permis, nous, de récupérer pas mal de forêts. C'est-à-dire, moi, systématiquement, je vais voir toutes les ventes sur les 4 départements de la SAFER à peu près une fois par semaine. Je regarde les nouveautés et je vais voir les parcelles carrément avec Google Earth. Pour voir ce qu'il y avait. Et souvent, on a des parcelles qui sont agricoles, qui sont en forêt. Et ça nous permet de les récupérer et de voir avec la SAFER. Voilà, juste un petit truc, quoi. Bah, merci. Et Jacques, tant que tu es là, est-ce que tu sais s'il y a une taille minimale de forêt que vous rachetez chez les Feuilles du Morvan, ou est-ce que vous prenez tout? Alors, on prend tout sur 2 communes où on a déjà un parcellaire très morcelé, en essayant de le regrouper. Pourquoi on va plus sur toutes les petites parcelles? Parce que c'est énormément de temps. Parce que sur les parcelles de moins de 4 hectares, avec le droit de préférence des riverains, très souvent, on arrivait à négocier un montant avec un propriétaire. Au moment de la vente, le notaire consulte et la parcelle n'est pas sous le nez. Donc ça, moi, j'ai arrêté parce que c'était un temps pas possible, quoi. Donc souvent, les parcelles de moins de 4 hectares, quand c'est pas dans les 2 communes où on a mis un coup de flash en disant là, on essaie de regrouper notre parcellaire, on n'y va pas, quoi. Ok. Merci, Jacques. C'est compliqué de dire non de temps en temps aux personnes qui nous appellent pour vendre. Voilà. Et puis notamment sur certains sites un peu compliqués, on va avoir un sujet au mot près de nez, Jacques. Très bien. Et ben merci Jacques, merci Mathieu. Il y avait une autre question. Comment sont gérés les parts et les votes lors des assemblées générales? Ça, je peux peut-être y répondre. Il y a certains GFCE qui pratiquent le une personne, une voix. Je crois que c'est le cas du GFSFM, c'est le cas du mien aussi. Et il y a d'autres GFCE comme celui de Benoît, Green Forest, où cette fois c'est au prorata du nombre de parts. Donc voilà, ça dépend de la stratégie de la gérance. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de compléter. Pour nous, c'est une personne, une voix avec 10 voix maximum. Une part, une voix, pardon. Une part, une voix et 10 voix maximum par associé. Ah, c'est une part, une voix. Ok, très bien, pardon. Ouais, il y a aussi des modèles un petit peu entre les deux. Je pense au chat sauvage qui a instauré des paliers. Donc, je crois qu'il y a 3 voix maximum. Donc, voilà, par palier. Donc, du coup, je crois que c'est par palier de 5 parts, quelque chose comme ça. Donc, ça permet à la fois de corréler à l'investissement initial, mais aussi quand même de limiter trop de disparités. Parfait. Merci, Bettina. Nous, c'est une voix, une personne. Ouais, comme moi. Très bien. Et peut-être question pour Benoît, qui est le meilleur ami de l'INPI. Comment sont gérés les appels de fonds pour augmenter la valeur du GF? Comment sont gérés les appels de fonds par l'INPI ou par... Comment tu organises tes augmentations de capital? Alors moi je fais une augmentation par an, c'est-à-dire que pour 2025, les gens qui me sollicitent et qui veulent rentrer dans Green Forest, ou même les associés, soit des nouveaux associés, soit des associés qui sont déjà dedans, je leur dis de patienter à la fin de l'année. Et donc, j'organise ça sur le mois d'octobre. Les versements se font sur un compte de dépôt au mois de novembre. Et on organise une AG avec le vote des agréments pour voir si tout le monde respecte bien les conditions qu'il y a dans les statuts. Donc, chez nous, alors aujourd'hui, c'est encore 40% maximum de parts en détention, mais on va le réduire assez fortement. Et voilà, si on a tous les éléments, les gens, donc c'est que les personnes physiques qui peuvent rentrer. On vote en AG début décembre et donc les souscripteurs deviennent associés après cette assemblée générale extraordinaire. Ouais. On gère ça comme ça et donc ça fait un flot une fois par an avec après une publicité légale et après on se rapproche de nos amis de l'INPI. Et pour mon GFCE Mieliki, nous, en fait, on a une plage de 3 mois où les gens peuvent investir et participer à l'augmentation de capital. Et à la fin des 3 mois, on va mettre à jour les statuts et déposer les noms au greffe. Donc, ça permet d'avoir une plage horaire un peu plus longue que quelques semaines. Il y avait une question sur les dividendes. Je ne sais pas qui souhaite y répondre. Est-ce que votre GFCE propose des dividendes aux associés ou est-ce qu'on parle de revalorisation des parts? Enfin, finalement, comment
on parle d'épargne verte, donc comment les associés retrouvent leur investissement. Je peux en dire 2 mots, parce que Green Forest, Coforest, non mais Green Forest, Green Forest, parce qu'ils font trop de dividendes Coforest, c'est pour ça. Green Forest, on va être concerné cette année parce que donc les premiers bois ont été coupés fin 2023 et 2024 et tous vendus donc sur 2024 avec à peu près 23 000 € de résultats nets pour la vente de ces presque 600 mètres cubes. Et donc, c'est justement un travail qu'on va faire avec le bureau avant l'Assemblée générale ordinaire qui a lieu en juin, savoir ce qu'on fait avec cet argent. Est-ce qu'on le redistribue en totalité? Est-ce qu'on le conserve en totalité ou est-ce qu'on le partage? Ça, il n'y a rien de décidé. C'est en fait après, en Assemblée générale, qu'on va voter. On proposera certainement quelque chose avec le bureau et on votera en Assemblée générale. Voilà. Et parce que si on le garde, effectivement, ça fait donc augmenter la valeur de la part indirectement, forcément. Voilà. Après, moi, je m'étais dit, éventuellement, on reverse tous les résultats, on les reverse en intégralité aux associés, ce qui permet finalement de ne pas faire augmenter la valeur de la part et s'éviter des calculs compliqués de réévaluation de forêt. Mais voilà, il n'y a rien de décidé une fois de plus. Trop bien, merci Benoît. Quelqu'un a envie de compléter sur cet aspect valorisation, dividende, l'aspect très financier, ou est-ce qu'on est bon? Je sais que chez Avenir Forêt, par exemple, ils proposent des dividendes. Ils refont aussi de la revalorisation de parts, mais ils ont toujours assez de trésor finalement. En fait, ils en sont à un point là où, avec leurs revenus, ils arrivent à avoir de la trésorerie pour racheter des forêts, simplement avec l'argent généré par la coupe de bois. Et il y a Denis qui est associé à Avenir Forêt qui souhaite prendre la parole. Je t'en prie, Denis. Ouais, je vais juste compléter, c'est que la valeur de la part, de fait, de toute façon, elle évolue parce que la valeur des forêts est appelée à évoluer, ne serait-ce que par l'évolution du prix du bois ou par la manière dont elle est gérée par le groupement et ce qui, notamment, une bonne gestion donne de la valeur à la forêt. Et donc, on peut penser que c'est quand même utile tous les 5 ans de faire une réévaluation par un expert, enfin avec des valeurs objectives de la valeur des forêts pour attribuer une valeur claire aux parts. Et il y a de fortes chances que lorsqu'il y a des successions et que le notaire demande OK, vous m'indiquez il y a tant de parts à telle valeur, mais comment vous avez attribué cette valeur? Si ça date un petit peu de plus de 5 ans, plus de 10 ans, à mon avis, c'est pas soutenable de la maintenir à la valeur initiale. Il faut réactualiser avec tous les événements qui ont pu arriver dans les parcelles et dans le marché du bois. Merci Denis. Et donc il y a Agnès qui nous demandait si c'était une bonne idée de créer un GFCE quand on était déjà à 90% dans un cadre militant. Et donc il y a eu une très bonne réponse de Manu sur le fait que nous, souvent, ce qu'on conseille aux gens qui nous demandent, qui souhaiteraient créer un GFCE, c'est déjà de se poser la question de l'ambition justement qu'ils mettent derrière ce projet. Si l'ambition, c'est juste de racheter une forêt qui est en danger à côté et qu'à travers des dons, on arrive à lever assez d'argent pour pouvoir la récupérer, privilégier le modèle associatif parce que c'est beaucoup plus simple. Déposer les statuts, ça prend 1 semaine et créer un compte sur Hello Asso pour récupérer des dons, ça prend 3 jours. GFCE, c'est très lourd administrativement. Ça va en effet permettre de pouvoir lever beaucoup plus de fonds parce qu'on parle d'investissement et pas de dons. Mais en effet, il faut organiser. Il y a beaucoup plus de lourdeur administrative. Et donc, Denis proposait d'avoir des échanges un peu plus poussés pour pouvoir vous conseiller. Mais nous, en tout cas, on conseille de bien On est en train de travailler justement sur ce référentiel d'activité pour que les gens qui se lancent dans un GFCE se rendent compte de ce dans quoi ils se lancent. Parce que c'est pas anodin, c'est plusieurs heures de travail par semaine, ça demande d'aller chercher pas mal de compétences à droite à gauche, et donc peut-être faire comme le GFSFM, commencer par une association et évoluer en fonction de l'attrait qu'aura suscité le projet, évoluer en GFCE. Mais voilà, il faut être conscient que lancer un GFCE, c'est pas anodin et que ça prend pas mal de temps. Et donc voilà, il faut le faire dans certains cas.
Et il y avait une question sur la SAFER. Moi, je suis en plein dedans en ce moment. Donc, la SAFER ne peut pas préempter les bois. Mais comme l'a dit Jacques tout à l'heure, moi, c'est le cas en ce moment sur l'acquisition d'une forêt. On a des parcelles qui sont en agricole, où il y a de la forêt dessus, à cause de la déprise. Et donc, ils ont pu préempter ça. Ils ont fait une préemption partielle. Et donc, ça vaut le coup. Un conseil que je donne, c'est dans les 2 mois en fait, qu'a la SAFER pour préempter, d'aller se présenter, d'aller leur raconter finalement votre projet, montrer patte blanche, pour éviter justement qu'il y ait de la préemption, parce que quand ils préemptent, ils mettent des bâtons dans les roues et ça devient, voilà, ça complexifie un petit peu tout. Et déjà que c'est assez long de choper des forêts, si la SAFER s'en mêle, c'est encore pire. Je pense qu'on va faire une fiche ressource sur Wiki sur la SAFER, je ne sais pas si elle n'existe pas déjà, parce que c'est tout un monde. Je ne sais pas si quelqu'un Et a envie de là, compléter. le paradoxe de la SAFER pour toi, Gabriel, c'est qu'il supposait que le groupement forestier allait geler toute exploitation agricole, forestière, Ouais. enfin voilà, et donc ils avaient peur que le terrain soit extrait de tout ça, et donc ils sont intervenus pour dire non, mais nous on veut des gens qui s'occupent de la forêt, qui s'occupent des champs. Voilà. Ils n'avaient pas peur de l'inverse. Parfait. Et ouais, je sais pas il nous reste, il va nous rester 1 minute, donc on peut peut-être prendre une autre question. Je parcours. Je sais pas s'il y a encore une question en suspens, quelqu'un qui veut prendre la parole pour la dire, mais j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour. Adèle, je t'en prie. Bonjour et merci beaucoup pour toute la présentation. Moi, j'étais là un peu par curiosité puisque j'étais là pour les Nuits des Forêts, qui est une association qui organise qui coordonne un festival au niveau national de sensibilisation aux genres de forestiers, et donc qui est plus sur le côté pédagogique et culturel. Et là, on lance un nouveau programme qui est le Wooding, qui vise à recenser et proposer des chantiers participatifs citoyens pour des forêts résilientes. Et donc, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est aussi donc déjà de voir un petit peu comment ça fonctionne, et de voir si dans les actions qui sont menées aussi sur le terrain, comme vous parliez de personnes qui étaient bénévoles, d'actions qui sont menées avec les associés, de voir s'il y avait potentiellement aussi des besoins de faire des chantiers citoyens ouverts à plus de personnes que les associés des groupements. Donc, c'était pour toucher un petit mot là-dessus, au cas où ça puisse intéresser des gens, et pour peut-être en reparler plus tard. Merci Adèle, c'est ultra pertinent et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler entre forêt partagée et Nuit des Forêts. Je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a quelqu'un d'autre qui levait la main? Ah non, c'était toi, Adèle. Ok. Écoutez, il est 14h30 pile. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Merci beaucoup aux intervenants, aux intervenantes. Merci à Bettina aussi pour la restitution de son étude. L'enregistrement s'est coupé à certaines minutes, mais on va essayer de faire un montage un peu propre pour pouvoir le publier sur YouTube. Et puis, écoutez, on espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous a donné envie de vous investir dans les GFCE. Donc, passez une bonne après-midi et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une petite question, à quand le prochain? On aimerait faire un prochain webinaire sur les GFCE justement qui sont lancés par des forestiers. Là, on avait Green Forest. On aimerait bien inviter aussi Avenir Forêt, celui du Turfu, le mien, pour pouvoir parler un peu de cet aspect justement des forestiers qui lancent des GFCE. Et à l'inverse, on fera un autre webinaire cette fois où on zoomera plutôt sur les GFCE, plutôt du côté bénévole citoyen. Parce que là, on a fait qu'effleurer le sujet, je vous assure, il y a encore plein de choses à dire. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci Gabriel, tu as été parfait. C'est gentil.